Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci de nous retrouver en direct. Il est 18h30. On est dans le studio de Boursorama pour ce Bourse Live consacré à Carbios et plus précisément à l'augmentation de capital du groupe qui est en cours. Alors pour détailler cette opération, pour faire le point sur l'activité de Carbios et ses ambitions, et ici pour répondre à toutes les questions que vous avez, je suis en compagnie ce soir de Emmanuel Ladan, directeur général de Carbios. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors, comme je vous le disais, ce moment d'échange, il est là aussi pour poser toutes vos questions. Et là, on est là, nous, pour y répondre, que vous avez sur la société en général et sur l'opération en cours, sur l'augmentation de capital. N'hésitez pas, on a déjà sélectionné des questions au moment de l'inscription. Et puis, on va continuer à en prendre en direct. Emmanuel, est-ce qu'on pourrait en profiter, peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour présenter ou représenter Carbios à ceux qui nous regardent ce soir, entreprise introduite sur les marchés fin 2013 qui développe, je vais quand même faire la petite synthèse, en vue de leur industrialisation, des technologies biologiques innovantes pour lutter contre la pollution des déchets plastiques et textiles. On est vraiment dans le cœur de l'actualité et des besoins qu'on a vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement. Absolument. Donc Carbios développe, et c'est unique au monde, des solutions enzymatiques, donc à base d'enzymes, pour soit recycler des plastiques fabriqués à base de pétrole, à la base, ou biodégrader des plastiques fabriqués à base de plomb, donc ce qu'on appelle des plastiques biosourcés. Ouais. Donc tout ce savoir-faire a été développé par Carbios, c'est unique au monde. Beaucoup de brevets qui ont accompagné toute la recherche-développement de Carbios. Et puis aujourd'hui, une phase majeure, une phase industrielle qui démarre, et pour lequel Carbios a besoin de se renforcer, d'où cette augmentation de capital. Bon, alors on va venir à cette augmentation de capital, mais c'est l'occasion de faire le point justement où en est Carbios au moment précis où nous parlons au niveau industriel et puis au niveau financier. Alors au niveau industriel, la technologie fonctionne. On a un démonstrateur industriel qui a été construit entre 2021 et 2022, qui est une usine à petite échelle, mais déjà une usine qui produit à partir de déchets, donc des déchets de bouteilles, des déchets de barquettes alimentaires ou des déchets textiles, puisque en fait tout ce qu'on appelle la fibre polyester de manière commune, c'est du PET. Donc à partir de ces déchets, on fabrique les composants de base du plastique qui vont être réassemblés pour refaire à nouveau une bouteille ou un t-shirt ou une barquette alimentaire. Donc c'est tout le savoir-faire de Carbios fonctionne aujourd'hui à échelle industrielle dans ce démonstrateur. Et maintenant, il y a un projet majeur. En quelle quantité à peu près? Alors aujourd'hui, on produit quelques tonnes, quelques dizaines de tonnes. L'objectif n'est pas dans ce démonstrateur de produire beaucoup, c'est de produire suffisamment d'échantillons pour nos clients, des grandes marques qui nous accompagnent. L'Oréal, l'Occitane, Michelin, mais également Pepsi Cola, Nestlé Waters, Suntory, le groupe Suntory, c'est Schweppes, Orangina. Et puis des marques du textile, plus récemment, qui sont venues nous rejoindre, comme Patagonia, comme Salomon, comme On Running, la marque de chaussures suisse haut de gamme de Roger Federer, ou un groupe américain qui s'appelle PVH, mais les marques sont plus connues, c'est Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Donc voilà le type de marques, Puma, pardon, j'allais oublier Puma. Voilà le type de marques qui sont associées à Carbios. Pas des petites marques. Et pas des petites marques. Et sont des marques qui croient en notre technologie, qui financent en partie nos travaux de recherche-développement et avec qui on met au point le procédé. Donc l'objectif de ce démonstrateur, c'est véritablement de leur donner suffisamment d'échantillons. Mais maintenant, il faut passer à l'échelle industrielle majeure. Donc notre première étape de l'échelle industrielle, c'est une usine dans le nord-est de la France, avec un partenaire industriel majeur, puisque c'est le premier fabricant mondial de PET. C'est un groupe d'origine thaï qui s'appelle Indorama, qui a une usine en France, qui a des usines un peu partout dans le monde. Ils ont une vingtaine d'usines de fabrication de PET. Mais donc sur ce site, on va monter notre première usine à échelle industrielle, avec l'objectif de pouvoir recycler biologiquement 50 000 tonnes de déchets. Alors 50 000 tonnes de déchets, pour vous donner une idée, 50 000 tonnes de déchets, c'est ce que produit l'équivalent de 3 millions de personnes. Donc, alors on peut se dire c'est petit, mais en même temps c'est déjà 2 milliards de bouteilles, 2,5 milliards de barquettes alimentaires, ou l'équivalent de 300 millions de t-shirts. Donc c'est déjà assez significatif, et ça nous permet en fait véritablement d'avoir une vitrine industrielle majeure pour compléter le dispositif et pour générer des premiers revenus pour Carbios. Donc ça c'est la partie industrielle. Sur la partie financière, quelle est aujourd'hui la situation financière de Carbios? Alors,
on fait suite à une série de bonnes nouvelles d'un point de vue financier. Déjà, on a aujourd'hui une situation de trésorerie qui reste favorable, avec 83 millions en banque à fin mai. On a eu une promesse de subvention importante des autorités, enfin du gouvernement, et à travers France 2030. On a été soutenu par différents ministères, et donc à travers France 2030 et le soutien de la région Grand Est, une promesse de subvention de 54 millions d'euros. D'accord. Qui s'est relayé d'ailleurs immédiatement derrière par un post très positif du président de la République, qui a soutenu Carbios en disant qu'il soutenait cette initiative unique au monde et qui est née en France d'une innovation majeure pour la fin de vie des plastiques. Donc c'était très favorable. Donc on a eu ces 54 millions. Ensuite, Indorama qui a donc annoncé sa volonté d'injecter 110 millions d'euros dans ce projet industriel de cette usine dans le nord-est de la France. Donc voilà la situation de financement. Et il faut compléter le dispositif. Donc Carbios a besoin de cette augmentation de capital pour boucler le financement de l'usine. Et puis en même temps pour faire le pont entre maintenant et nos revenus. Nos revenus significatifs arriveront au moment de la production de cette usine. On veut la démarrer en 2025, mais la production va commencer fortement en 2026. Donc les revenus pour Carbios seront significatifs à partir de 2026. Alors on l'a dit, cette augmentation de capital, cette opération, c'est 122 millions d'euros. C'est une opération significative avec maintien du DPS. Justement, donc pour passer de la phase du démonstrateur à la phase industrielle, ce qu'on peut dire aussi, vous avez évoqué les partenaires qui vous accompagnent, les marques, c'est que cette opération, elle est en partie sécurisée à hauteur de 18 millions, justement grâce à la participation de vos partenaires qui vous accompagnent dans cette aventure. Absolument. Ouais. Donc l'objectif du DPS, c'était aussi de permettre à nos actionnaires historiques de rentrer dans des conditions favorables, d'où le droit de souscription préférentiel. Et effectivement, les marques et les actionnaires qui nous soutiennent, au total, vont contribuer à hauteur de 18,5 millions d'euros. Donc L'Oréal, l'Occitane, le fondateur de l'entreprise, le fonds Truffle, qui d'ailleurs se renforce dans sa position. Au moment de cette opération. Au moment de cette opération. Donc voilà, il y a donc des messages positifs de nos actionnaires historiques. Et puis aujourd'hui, on parle effectivement à nos actionnaires, on parle à tous les autres actionnaires, les fonds institutionnels, beaucoup de fonds ESG qui sont dans le capital de Carbios, et puis toute la communauté d'actionnaires. Qui nous soutiennent qui nous suit avec beaucoup d'intérêt. Si on revient, vous l'avez évoqué, mais si on revient sur le calendrier précis de la construction de cette usine, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes étapes de, j'ai envie de dire, la pose de la première pierre au démarrage à, on va dire, le rythme de croisière, véritablement. Donc on est sur un projet industriel majeur, une usine qui va être la première au monde de biorecyclage. Et d'ailleurs qui va être la première usine de dépolymérisation construite en France. Alors les étapes, ça a été les travaux d'études, ensuite le dépôt du permis de construire qui a été fait en décembre, des pièces complémentaires qui nous ont été demandées, qu'on a données au mois de mars, et puis on attend le permis de construire de pied ferme en septembre. Donc on est très bien accompagné par les services de l'État pour obtenir ça se passe au mieux. Ça se passe au mieux. Et donc l'objectif, c'est le permis de construire en septembre et commencer la préparation du terrain au dernier trimestre, pour pouvoir commencer la construction en toute fin d'année ou en tout début d'année 2024. D'accord. L'idée, c'est que cette usine soit opérationnelle en 2025. Donc, on ait les clés de l'usine pour pouvoir commencer à produire en 2025. Donc, il y a tout un travail d'anticipation aujourd'hui qui est fait et qui est très bien fait par nos équipes, les équipes Carbios. On a une quinzaine d'ingénieurs qui travaillent jour et nuit, j'allais dire, pour que ça se passe bien. Et puis, les sociétés qui nous accompagnent. Donc, on a l'aide évidemment de notre partenaire Indorama qui nous accompagne techniquement. On a Technip Énergie qui est un peu le maître d'œuvre de cette usine avec 65 ingénieurs qui travaillent sur le projet. Avec une grosse expertise. Et l'objectif, c'est d'être à temps, puisque dans un projet, il y a deux choses importantes. Respecter les coûts, respecter les délais. Et livrer à l'heure. On y travaille ardemment et on est pied ferme là-dessus. Et donc, on est déjà en train de recevoir les appels d'offres sur les machines pour pouvoir commander déjà les équipements longs. Ce qu'on appelle les équipements longs, c'est les équipements qui prennent
plusieurs mois à être construit, donc pour ne pas prendre de retard sur le délivrable qui est de commencer la production en 2025. Donc production qui commence en 2025, rythme de croisière, ça prend combien de temps de monter en cadence sur un site comme ça? Alors la chance qu'on a dans cette technologie, c'est que nos enzymes travaillent très bien à grande quantité. Ouais. Quand on travaille sur des enzymes, on est sur des technologies. Finalement, on a réussi à reproduire dans 20 000 litres aujourd'hui, dans notre démonstrateur industriel, les mêmes performances que ce qu'on avait dans des échantillons. Pas de déperdition d'échelle. Pas de déperdition d'échelle. Ouais. On a exactement les mêmes cinétiques, les mêmes vitesses de dépolymérisation. Donc on va aller vite en montée en puissance. Il y a tout de même un ramp-up industriel. Bien sûr. J'ai monté beaucoup d'usines dans ma vie, donc je sais qu'il y a un ramp-up industriel, mais il est rapide. Donc on pense qu'on peut optimiser ce ramp-up et être à plein régime, à 80% rapidement et à plein régime autour d'un an. Autour d'un an, d'accord, très clair. La question aussi, vous l'avez évoqué très clairement, comment tout ça va faire évoluer le business model d'une société comme Carbios? Alors, le business model d'une société comme Carbios, l'enjeu du plastique, il est mondial. Hein. Je vous ai parlé de 50 000 tonnes de déchets, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est tout petit à l'échelle de la planète. On consomme aujourd'hui, chaque année, 450 millions de tonnes de plastique, dont 100 millions de tonnes de PET. Le PET, c'est le plastique que vous trouvez communément dans vos bouteilles, dans vos flacons de cosmétiques, dans les barquettes alimentaires, beaucoup de barquettes, c'est partout, dans les airbags de votre voiture, mais aussi dans tout ce qu'on appelle communément la fibre polyester. Donc c'est la principale fibre textile. Vous ne manquez pas de ressources. On ne manque pas de ressources. Malheureusement. Et on ne manque pas de clients, donc c'est la chance. Mais il y a un enjeu mondial. Aujourd'hui, à peine 10% du PET est recyclé, puisque les technologies actuelles de recyclage sont limitées. Elles sont limitées à la fois par le fait qu'on recycle à peu près les bouteilles, mais pas grand-chose d'autre. Et elles sont limitées par le fait que la qualité du plastique qui est produit par la technologie actuelle de recyclage n'est pas bonne. Le plastique se dégrade, il perd de sa couleur, il perd de sa qualité. Donc il est important d'avoir des technologies comme la nôtre pour pouvoir recycler tous les déchets, et pas seulement les bouteilles. L'objectif, c'est de recycler tous les déchets et de pouvoir faire ça pour tous les types d'industries. Donc l'objectif des marques comme Patagonia ou Puma ou Salomon, c'est de pouvoir recycler leurs vêtements en vêtements et pas faire des vêtements recyclés à base de bouteilles. Et donc il y a vraiment à la fois des clients partout dans le monde et un besoin partout dans le monde. Le plastique se consomme partout. Et donc il y a véritablement un enjeu qui est mondial. Donc pour nous, cette première usine, c'est la vitrine. C'est aussi notre générateur de revenus. C'est là où on va former les futurs licenciés, les gens qui vont acheter notre technologie. Mais notre objectif, c'est un peu comme dans une franchise, c'est de multiplier les usines un peu partout dans le monde pour pouvoir avoir cette technologie disponible dans beaucoup de marchés. Donc actuellement, on étudie d'autres pays européens. On est déjà en train d'étudier le marché nord-américain. Et quand je dis le marché nord-américain, vous imaginez qu'il y a 50 États aux États-Unis, et que chaque État est en soi-même un marché énorme. C'est ça, oui. Et puis le Canada, on est en train de regarder les principaux pays asiatiques où il y a beaucoup de demandes. Question qu'on doit vous poser tout le temps, alors je vous la pose aussi, au niveau de la compétitivité prix de ce plastique recyclé par rapport au plastique traditionnel et aussi de l'évolution de cette compétitivité prix dans les mois, années à venir. Alors c'est la grande chance de notre technologie. En fait, aujourd'hui, les déchets en bouteilles sont chers. Parce que les bouteilles sont collectées, vendues aux recycleurs, et le déchet bouteille est cher. Donc la chance de Carbios, c'est de pouvoir accéder à des déchets qui sont aujourd'hui soit incinérés, soit envoyés en décharge. Donc évidemment, on a besoin d'un peu de bouteilles pour démarrer nos technologies, mais on va de plus en plus s'orienter vers des déchets beaucoup moins chers, 3, 5 fois, 8 fois moins chers que les déchets bouteilles. Donc je vous parle principalement des barquettes alimentaires. La plupart des barquettes de fruits, de légumes, de surgelés que vous avez ne sont pas recyclables. Ça, ne sont pas recyclables de manière conventionnelle. Carbios peut les recycler. Donc on va récupérer des barquettes beaucoup moins chères. On a déjà sécurisé une partie des volumes de barquettes français à travers un appel d'offres de Citeo, qui est l'organisme collecteur de... Et donc on a déjà des flux de barquettes qui vont arriver dans notre technologie. On cherche à recycler également tout ce qui est déchets textiles. Donc les t-shirts en polyester usagé, les parties de chaussures en polyester usagé. Donc voilà, tous ces déchets textiles qui aujourd'hui n'ont pas de valeur ou sont malheureusement exportés dans des pays qui sont en voie de développement et qui créent un scandale écologique. On délocalise nos déchets. Voilà, puisqu'on crée des montagnes de déchets. Donc tous ces déchets-là, on peut les recycler, on sait les recycler, et sont des déchets qui ont beaucoup moins de coûts que les déchets bouteilles. Donc il y a une compétitivité intrinsèque sur les déchets.
Et puis ensuite, effectivement, il y a la montée en puissance de notre technologie et le fait que le recyclage enzymatique est très vertueux. On a besoin de peu d'énergie, beaucoup moins d'énergie que les autres procédés de recyclage. On n'a pas besoin de reconstruire les usines de fabrication de plastique, puisqu'on fabrique exactement les composants que les fabricants de plastique utilisent aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'avantages compétitifs à notre technologie, mais le principal, c'est l'accès à des déchets beaucoup moins chers. Bon, réponse très complète, très claire. On l'a vu, l'essentiel des fonds levés grâce à cette opération, ce sera pour la construction de cette usine. Il y a 15% quand même des fonds, si j'ai bien lu, qui iront au financement de la R&D et PET. J'avais envie de vous dire quel objectif, mais je le devine un peu, c'est de rester justement toujours leader sur l'innovation, sur cette technologie, j'imagine. On a des équipes remarquables, des équipes scientifiques remarquables chez Carbios et chez nos partenaires, puisqu'on travaille en étroit partenariat avec l'INSA, l'INRA, le CNRS, avec un laboratoire qui s'appelle le Toulouse Biotech Institute. Donc on a des chercheurs remarquables qui mettent au point des enzymes et on les améliore en permanence. Les enzymes, c'est un monde où il y a énormément de recherche, énormément d'amélioration potentielle. Donc Carbios a bien breveté toute sa technologie, mais continue en permanence d'améliorer ses enzymes. Il y a 2 ans, Carbios avait fait, avec ses partenaires, la prouesse d'avoir la première page de Nature, qui est un magazine scientifique très connu dans le monde. Très réputé, on peut dire, c'est une référence, oui. Et les enzymes qu'on utilise aujourd'hui sont meilleures que celles qu'on a publiées dans le magazine Nature, parce qu'on les a améliorées. Donc en permanence, on est dans la recherche d'optimisation de ces enzymes. Et donc ça, c'est sur le PET. Continuer à travailler et continuer à garder notre avance, parce que, vous l'avez dit, Carbios a été créé en 2011. À l'époque, personne ne faisait de recherche enzymatique. Donc on a beaucoup d'avance sur toute la recherche qui est aujourd'hui. Sur maintenant qui vous court après. Mais il y a d'autres classes de plastique, et là je voudrais y venir, parce que le PET, c'est 20% des plastiques. Mais il y a d'autres catégories de plastique très intéressantes, sur lequel il n'y a pas de bonnes solutions de recyclage. Et vous y travaillez? Et on y travaille, parce qu'on se dit, on a tellement d'avantages à un recyclage enzymatique, c'est tellement vertueux qu'il faut qu'on... Ça peut marcher aussi sur ces autres catégories. Aujourd'hui, on y travaille, c'est pas encore à maturité industrielle, mais on se dit par exemple les polyamides, alors, sans être trop technique, le nylon, c'est très utilisé les polyamides, le nylon est un polyamide. Ces textiles-là, parce que c'est très utilisé dans le textile, ces plastiques-là, sont aujourd'hui mal recyclés, donc on travaille sur des recherches enzymatiques pour avoir une solution sur les polyamides. Et puis il y a une grosse catégorie de plastique qu'on appelle les polyoléfines, je ne veux pas être trop technique, mais c'est les polyéthylènes, polypropylènes, donc très grosse catégorie de plastique que vous avez à peu près partout. Entre votre voiture, votre frigo, il y en a beaucoup. C'est la plus grosse catégorie de plastique. Hein. Et là encore, on pourra apporter énormément de qualité de recyclage et de taux de transformation de ce recyclage en apportant cette recherche. Donc on y travaille. On y travaille. On va passer aux questions. Moi, il y a une dernière question que j'aimerais vous poser. Vous l'avez dit, cette opération elle se fait avec maintien du DPS. C'est une question finalement plus personnelle. Quel message vous avez envie de passer aux investisseurs individuels, je l'ai dit, parfois de long terme, qui vous regardent ce soir et à qui nous allons répondre d'ici quelques instants? Alors d'abord, pourquoi une DPS? C'est pour convaincre les investisseurs qui ont soutenu Carbios jusqu'à présent de monter dans l'opération. Alors certains vont vendre leur DPS qui permettra à de nouveaux investisseurs de rentrer dans l'opération, mais Carbios est à un moment historique et donc fait cette levée de fonds importante pour concrétiser toute cette recherche qui est née en France, qui s'est construite en France, avec un potentiel de développement gigantesque. Hein. Je vous ai parlé, on est bientôt 10 milliards d'individus sur la planète, on est 7 aujourd'hui, bientôt 10, tout le monde consomme du plastique, et donc il y a véritablement un enjeu majeur et fondamental à trouver des solutions économiquement viables, rentables pour les investisseurs et qui permettent de solutionner cette problématique qui est que seuls 10% des plastiques sont recyclés aujourd'hui et sont mal recyclés. Donc Carbios, on change d'histoire et sur un marché qui est absolument gigantesque. On change d'histoire. On va répondre aux questions, justement. On a relevé certaines questions que vous avez posées au moment de l'inscription. On va commencer par celle-là. N'hésitez pas. Hein. Moi, la tablette est juste là, donc je suis prêt à recevoir les questions qui vont tomber. Question qui était tombée au moment de l'inscription. Le consortium aura-t-il la priorité sur le PET produit par Indorama? Et dans quelle mesure? Il va falloir expliquer un peu les différents termes de cette question. Alors oui, effectivement, on a des grandes marques qui se sont associées à Carbios. Alors certaines sont actionnaires. L'Oréal, très tôt, l'Occitane, Michelin. Donc on a des actionnaires et puis on a des grandes marques dans des consortiums qui nous aident et financent notre R&D. Nestlé, PepsiCo, Suntory,
Patagonia, On Running, Puma, Salomon et le groupe PVH. Et donc ces marques-là, bien évidemment, auront des volumes de la première usine. Notre partenaire Indorama a envie de servir ces clients-là, mais il a envie aussi de servir d'autres clients qui sont ses clients. Enfin, aujourd'hui, sincèrement, le problème n'est pas un problème de demande. Il y a énormément de demandes pour notre technologie. Le problème est de monter notre technologie à échelle et de le faire le plus rapidement possible pour répondre aux besoins de ses clients. Il y a une question de Ali qui vient de tomber en direct, qu'on a un petit peu évoqué. Le prix du PET issu de votre recyclage coûte-t-il plus cher que le PET classique? Alors, on est capable de le vendre plus cher qu'un PET recyclé mécanique. Aujourd'hui, le moins cher du PET, c'est le PET pétrosourcé, vierge. Même s'il est de qualité identique aux nôtres, mais c'est le moins cher. Bien sûr. Le PET recyclé mécaniquement se vend de l'ordre de 50 à 60% plus cher. Nous, on sera capable de vendre plus cher que ça. Maintenant, ce qui est en train de se passer sur le marché, c'est que le PET recyclé mécaniquement, par l'absence de bouteilles, risque très fortement de monter en prix. Donc, ce qui va nous permettre d'être encore plus compétitif. Voilà. Christian, question directe aussi. Qu'est-ce qui peut vous limiter à 10% du marché en 2035, alors que vous êtes, dit-il, c'est pas moi, un game changer en termes d'offres? Donc, c'est une très bonne question. Alors, on n'a pas dit qu'on s'arrêterait à 10% et qu'on allait prendre des vacances. On va s'arrêter, allez, hop. Il y a une question de ce qu'on appelle, je cherche le mot, mais de progressivité industrielle. C'est-à-dire il faut monter des usines. On s'équipe pour le faire à grande échelle. On a des partenariats pour pouvoir aller plus vite et monter des usines à grande échelle. Mais il y a un temps de latence entre le moment où quelqu'un nous dit « Oui, tiens, je crois à votre technologie, je vais vous acheter votre technologie » et puis le moment où on monte des usines. Donc, il y aura une accélération. C'est la phase de déploiement, tout simplement, déploiement industriel. Il y aura une phase d'accélération. Alors, est-ce qu'on pourra faire plus que 10% en 2035 ? Je le souhaite, mais très sincèrement, il faut aussi être réaliste sur notre capacité à faire et sur notre capacité à déployer la technologie intelligemment avec des partenaires solides derrière. Alors, dans les différents plastiques que vous avez évoqués, Emmanuel, Christian demande, est-ce que Carbios peut retraiter des films plastiques? Alors, c'est quel type de plastique, ça, les films plastiques? Alors, tout ce qui est à base de PET, aujourd'hui, on sait le dégrader. Donc, du PET, il y en a dans beaucoup de déchets. Donc, tout ce qui est à base de PET. S'il y a des produits qui ne sont pas du PET, on peut les incorporer en petit pourcentage. Tu parles peut-être du film plastique, vous savez, notamment film alimentaire, sur lesquels... C'est rarement du PET, c'est plutôt d'autres matériaux. D'accord. Mais d'une manière générale, tout ce qui est à base de PET se recycle très bien. Et donc, nous, on cherche des déchets à haute teneur en PET. C'est notre stratégie de sourcing. On cherche plutôt du déchet à 98% et plus de PET. Vous avez dit sur les autres plastiques, vous travaillez, ça sur les autres plastiques, on travaille pour l'avenir, donc on aura des solutions sur d'autres plastiques bientôt. Question qui est tombée au moment de l'inscription et qui va intéresser par exemple, qui est Indorama Ventures? Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec ce partenaire? Alors, il se trouve que Indorama est le groupe le plus important dans la fabrication de PET. Ils ont une part de marché significative, autour de 7% du marché mondial du PET. D'accord. Et ils ont des usines un peu partout dans le monde. Il se trouve qu'on voulait faire notre première usine en France. Et la seule usine de PET massive en France est dans le nord-est de la France. Donc dans nos discussions avec Indorama, à la fois parce que c'est le plus grand acteur de référence, à la fois parce qu'ils avaient une usine de PET sur place et un terrain disponible qu'on est en train de racheter, et puis aussi parce qu'on est dans un bassin dans le nord-est de la France, on va s'implanter en Meurthe-et-Moselle, dans une localité qui s'appelle Longlaville, qui est à côté de la frontière du Luxembourg. Et là, vous êtes à proximité de beaucoup de déchets. C'est les déchets du nord-est de la France, évidemment, qui nous intéressent, mais aussi les déchets de la Ruhr allemande et du Benelux. Donc on peut trouver à proximité les déchets dont on a besoin pour alimenter l'usine. Donc il y a plein de raisons fondamentales qui fait. Il y a aussi une question sur quelles sont les modalités justement de votre partenariat avec Indorama. Donc Indorama va injecter 110 millions d'euros dans ce projet, alors, sous forme d'une prise de participation de 25% dans la joint venture qu'on est en train de créer, et puis sous forme d'un prêt à la joint venture. Et Indorama donc aura 100% des monomères produits par l'usine seront repolymérisés par Indorama, et ensuite on s'occupe de la recommercialisation du PET avec les équipes d'Indorama, bien entendu. Bon, on avait une question de Christian aussi au moment de l'inscription, qui nous demandait, un producteur qui s'intéresse au business model aussi, un producteur de PET qui produit sur plusieurs sites, devra-t-il payer une seule fois la licence ou autant de licences qu'il possède de sites de production? L'occasion de revenir sur effectivement la façon dont vous allez faire fonctionner ce système de licence. Alors c'est une très bonne question, parce qu'il y a effectivement dans le monde du PET, il y a 50-60 acteurs.
Certains ont une usine, d'autres ont plusieurs usines. Indorama en a 19. Il y a d'autres groupes qui ont beaucoup d'usines. Donc, bien évidemment, dans notre approche de licensing, il y a trois facteurs de rémunération. Il y a la vente de licences, il y a un revenu qui va nous être généré par la vente d'enzymes, puisque c'est notre enzyme. On ne va pas être celui qui produit l'enzyme, c'est Novozymes qui produit notre enzyme, mais on a une rémunération sur cette vente d'enzymes. Et puis la vente et la rémunération qu'on a sur récurrente sur nos ventes de monomères. Et donc tout ça mis bout à bout fait que bon, pour certains acteurs qui vont monter plusieurs usines, évidemment on pourra probablement négocier le coût de la licence, le coût d'achat de la licence initiale. Mais des groupes comme Indorama et d'autres auront probablement intérêt à acheter plusieurs licences. D'accord. Jean-Paul qui nous dit, avec le flot d'annonces positives et le webinaire convaincant qui a précédé, comment expliquer le prix de souscription aussi bas aux actionnaires? En quelques jours, le cours a bien évidemment fondu et la surface financière potentielle des petits porteurs comme moi avec. Merci de nous éclairer. Et dit-il peut-être de nous rassurer un peu sur les perspectives données aux investisseurs? Alors, je pense qu'il faut regarder tout ça dans une un temps un peu plus long peut-être. Dans un temps long. L'action ce soir, je crois qu'elle a clôturé à 32,9 €. Elle était à 29,6 il y a un mois. Donc évidemment, quand on fait des annonces positives, le cours monte. Quand on annonce une augmentation de capital, le jour même, le cours a plutôt tendance à baisser. Il faut regarder ça dans la dynamique long terme. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on a fait un strategic update le 6 juin. Qui a été très bien apprécié, et par les investisseurs, et par les analystes qui suivent le cours. Tous ont donné un message positif au marché en disant on y croit. Donc je suis très confiant sur l'avenir de Carbios. Notre projet se concrétise. On est encore une fois sur une technologie qui est unique au monde. Donc il y a une tendance qui est bonne et qui est porteuse. Après, les évolutions du cours au jour le jour m'intéressent moins que la tendance moyen-long terme. Que le projet, on va dire. Et qui va rester bonne. Et puis deuxièmement, on fait une levée de fonds qui est importante, qui est ambitieuse, puisque 122 millions avec une clause d'extension qui pourrait monter à 141 millions. Donc l'objectif, c'est aussi d'avoir un package intéressant pour les actionnaires pour souscrire. Et donc c'était bien l'idée de ce dispositif de DPS. Très clair. Gérard nous demande quelles sont vos perspectives de développement à l'international? Alors, la plupart... Alors d'abord, on a voulu être français, puisque notre recherche fondamentale est née à Toulouse, notre siège social est à Clermont-Ferrand. La première usine sera en France. Et puis la première usine sera en France. Donc on est très français. Il y aura peut-être d'autres usines à terme en France. Et d'ailleurs, on a prévu dans les dispositifs, le terrain nous permettrait potentiellement de doubler la capacité de l'usine. Mais effectivement, le PET est partout, donc pour nous, l'objectif, c'est assez vite d'envisager des licences avec des partenaires sur d'autres pays. Et je vous dis, on regarde de manière assez massive l'Europe, l'Amérique du Nord et certains pays d'Asie pour commencer. Et donc on a déjà une prospection qui est faite avec des partenaires pour trouver des sites de futures implantations. De futures implantations. Une question qu'on n'a pas forcément trop abordée depuis le début, qui a été posée au moment de l'inscription. Pouvez-vous faire un point rapide sur les technologies existantes? Y a-t-il des technologies concurrentes du biorecyclage du plastique et en particulier du PET? Alors, pour recycler du PET, la technologie la plus commune, c'est le recyclage mécanique. Le recyclage mécanique est assez facile à installer, enfin assez facile à opérer, et il a le mérite d'exister, puisqu'aujourd'hui, si vous achetez une bouteille recyclée, elle sera recyclée mécaniquement. L'inconvénient du recyclage mécanique... Juste, on explique peut-être recyclage mécanique, c'est-à-dire... En fait, vous récupérez un déchet, vous le lavez intensément, vous le triez d'abord, parce que en fait, c'est de la bouteille, principalement c'est de la bouteille, donc fortement lavé, fortement trié. Fortement trié pour séparer les bouteilles claires des bouteilles colorées. Et puis, donc, il y a une sorte d'étape où on va refaire une résine à partir de cette bouteille. L'inconvénient de cette technologie, enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'elle existe. L'inconvénient de cette technologie, c'est qu'on ne peut pas recycler beaucoup de fois le plastique. On peut le recycler 2-3 fois. Il perd de ses propriétés. Il perd de ses propriétés. Donc, l'objectif des recycleurs mécaniques, c'est de dire, mais comment... Parce que par exemple, des partenaires comme Indorama sont des recycleurs mécaniques. Et leur objectif, c'est de dire comment faire en sorte de recycler plus longtemps, après ce recyclage mécanique, c'est là où Carbios intervient, et comment faire en sorte de recycler d'autres déchets qu'on ne peut pas recycler avec du recyclage mécanique. 78% des déchets ne sont pas recyclables des déchets en PET ne sont pas recyclables par le recyclage mécanique.
Et donc c'est extrêmement intéressant pour les recycleurs mécaniques de compléter leur dispositif avec une technologie comme Carbios, que nous on va les recycler, des barquettes alimentaires multicouches et des fibres polyester, donc tout ce qui n'est pas recyclable facilement par du recyclage mécanique. On a la question de Michel. Alors, on a répondu à une partie, mais il y a une autre qu'on n'a pas vraiment traitée encore. Où en êtes-vous de l'avancement du projet de l'usine? Terrain, permis de construire, ingénierie, sélection des entreprises. Ça, on l'a déjà plus ou moins évoqué ensemble. Mais ça, la seconde partie est intéressante. Comment va s'organiser le fonctionnement des approvisionnements et avec qui allez-vous travailler? Alors, peut-être pas donner les noms, mais pour la chaîne logistique, travaillez-vous avec les fabricants de plastique pour favoriser le recyclage dès la fabrication? Quelles sont vos avancées en termes de marché avec vos futurs clients? Alors, il y a plein de questions nulles, peut-être sur la partie plus pratique de approvisionnement. Voilà, exactement, logistique. C'est une très bonne question. Oui. Approvisionnement en déchets. Donc, je vous disais, on a déjà sécurisé une partie des déchets de barquettes alimentaires fabriquées en France. On fabrique près de 100 000 tonnes de barquettes chaque année en France, donc c'est considérable. Et aujourd'hui, ces barquettes partent en incinération ou en décharge. Donc les barquettes, très bonne source de déchets. Elles vont chez Carbios. Voilà. Il y a des déchets, d'origine Benelux et allemand qu'on est en train de regarder. Et on est en train aussi de tester, et ça fonctionne, de prendre les résidus du recyclage mécanique. Je vous parlais que c'est la technologie la plus développée. Ces gens-là, quand ils produisent des résidus qui sont des petites poudrettes de PET, donc on vise à les recycler. Et puis, il y a toute la filière textile, sur laquelle il y a beaucoup d'intérêt de cette filière, parce qu'ils savent aussi qu'exporter des déchets dans les pays émergents, ça n'a pas beaucoup d'avenir. Donc cette filière est en train de regarder notre technologie. Et là, si on peut récupérer des déchets massivement en polyester, on aura une source d'approvisionnement facile et massive. Et sur la seconde partie, est-ce que il y a déjà cette espèce de cercle vertueux qui se met en place avec les fabricants de plastique, d'avoir ces discussions pour déjà prévoir leur recyclage? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, ça part des marques, en fait. C'est ça, c'est ça. Vous me parliez tout à l'heure de L'Oréal, mais que vous avez interviewé récemment. Donc, les marques veulent véritablement, ont pris des engagements de recycler plus. L'Oréal est déjà à 78% de taux de recyclage, ils veulent monter à 100. L'Occitane, pareil. Donc, en fait, toutes ces marques qui veulent recycler plus demandent du plastique et après vont mettre une exigence de circularité, c'est-à-dire ils veulent du plastique qui se recycle de nombreuses fois. Et c'est là que Carbios intervient en disant nous on a la solution. Donc tout ça est tiré par les marques qui vont demander à leurs fabricants de plastique du plastique de qualité Carbios. On a Xavier qui nous demande, je suis actionnaire, je souhaiterais profiter de cette augmentation de capital pour acheter de futures actions au prix de 25,92 €. J'ai 1116 DPS. 25,32 €. 25,32 €, oui, pardon, il y a effectivement... il y avait plusieurs nombres sur la question. Que dois-je faire? Pourrais-je profiter pour acheter de nouvelles actions à ce prix-là? Alors, c'est une question un peu pratico-pratique, mais je ne sais pas... Alors, en fait, on a très bien expliqué tout ça, parce qu'effectivement, c'est une opération avec DPS, donc... chaque actionnaire qui a 7 actions a un droit de 3 actions en souscription. Et donc, comment ça marche? C'est très bien expliqué sur le site investir.carbios.com. Qu'on mettra en lien. On mettra en lien, donc investir.carbios.com. Et je vous invite à aller le voir parce que c'est très didactique, c'est très bien expliqué. Et sinon, on a mis une hotline en ligne également avec un 0805 650 075. D'accord. 0805 650 075, où tout est expliqué. Alors, le timing de souscription, il est jusqu'au 5 juillet pour les DPS et jusqu'au 7 juillet pour les actions. Par contre, j'invite nos actionnaires, comme Michel, c'est ça? C'est Xavier, là. Xavier, pardon. Comme Xavier, à ne pas traîner, puisqu'il y a toujours un délai de traitement de son intermédiaire, de sa banque ou de son broker. Donc, je l'invite à le faire assez rapidement. Mais il aura tous les renseignements sur ce site et sur cette hotline. On répète l'adresse du site, on la remettra en lien. Investir.carbios.com et la ligne téléphonique, c'est le 0805 650 075. Bon, ben voilà, et même les infos pratiques sont faites ce soir. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont tombées en régie ou pas? C'est la magie de l'oreillette. On est en train de regarder en régie si on a d'autres questions. Là, concrètement, on a à la fin de cette opération. Quels sont les prochains moments vers lesquels vous reviendrez vers les investisseurs, Emmanuel? Alors, on espère ne pas revenir vers les investisseurs, c'est-à-dire on espère avoir stabilisé notre actionnariat derrière et puis faire le pont entre maintenant et nos revenus 2026. On aura quelques revenus avant, mais le gros de nos revenus 2026. Donc voilà, l'objectif, c'est cette levée de fonds est importante, mais elle fait le pont jusqu'au moment où on va avoir des revenus et être autonome et self-sufficient. Et encore une fois, donc, cette levée de fonds, elle vise à concrétiser notre projet industriel, et accélérer la recherche, parce qu'il n'y a pas que le PET à recycler, il y a beaucoup d'autres plastiques, et il faut qu'on arrête avec cette situation où seul 10%, le plastique est un matériau noble,
bon marché, mais seuls 10% du plastique recyclé, c'est simplement pas possible de rester dans cet état. Donc il faut des technologies. Il faut agir maintenant. Absolument. Il y aura d'autres temps forts dans la communication de Carbios en Alors, 2023 il y aura évidemment des temps forts, il y aura des brevets sur d'autres enzymes, oui. il y aura en 2024 des signatures de licence. Donc voilà, évidemment, il y aura des temps forts jusqu'au moment où l'usine commence sa production en 2025. Ouais. Mais voilà, là, ce moment-là est un temps fort pour Carbios. Michel, plus près de nous, dit quelles sont vos perspectives pour 2024, qui sera finalement une année un peu particulière où vous serez encore dans la phase de construction. Oui, alors 2024, on avance sur la construction de l'usine et puis on vise des premières licences. Oui. Donc on a des discussions qui avancent avec certains producteurs pour concrétiser des premières licences en 2024. Et on continue nos travaux de recherche et de propriété intellectuelle aussi. C'est très important de savoir que Carbios a 53 familles de brevets, 336 titres aujourd'hui, mais on ne s'arrête pas là. On dépose des brevets tous les mois parce qu'on veut véritablement garder notre savoir-faire et notre avance sur ce domaine. Michel, qui s'inquiète sans doute, comme nous tous, de l'état des océans, avec les reportages qu'on peut voir jour après jour et qui sont assez dramatiques, nous dit: les déchets en mer vont-ils être récupérés? Est-ce que c'est quelque chose Alors moi aussi, je m'en inquiète de cette pollution des océans. C'est d'ailleurs la deuxième source d'inquiétude des citoyens. On a fait une enquête, on voit que derrière le réchauffement climatique, la pollution des océans inquiète beaucoup. Alors oui, on peut récupérer des déchets à la surface des océans. Mais avant de les récupérer, les déchets à la surface des océans, il faut surtout éviter qu'ils y aillent. Et encore une fois, je vous disais, malheureusement, trop de déchets n'ont pas de valeur. Et donc, en donnant de la valeur à des déchets, on va éviter cette catastrophe écologique. Mais oui, un déchet qui aurait traîné 10 ans ou 15 ans et qui serait resté en surface, parce que malheureusement, une grande partie des déchets ne sont pas en surface. Ou après deviennent ces fameuses microbilles plastiques qui sont soit dégradées en microplastiques, soit sont tombées au fond de l'océan. Mais les déchets en surface, on peut les récupérer et les traiter. Ouais. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire avec beaucoup de réponses qui ont été apportées pour cette augmentation de capital, pour cette opération structurante sur Carbios. Si vous n'avez pas pu tout voir, ne vous inquiétez pas, le webinaire sera en replay d'ici quelques jours sur le site de Boursorama. Merci beaucoup Emmanuel Ladent pour toutes vos explications ce soir sur la stratégie, sur les ambitions de Carbios et puis sur les détails de cette opération. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis ce soir. Je vous l'ai dit, le replay sera en ligne d'ici quelques jours sur Boursorama. Et puis, restez avec nous quelques instants après la fin de ce webinaire pour remplir un questionnaire de satisfaction. Merci et à très bientôt.